Beaucoup imaginent que la Troisième Guerre mondiale éclatera avec un grand bouton rouge, des ultimatums politiques, des alertes d'urgence et du temps pour préparer leurs affaires. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionnent les superpuissances modernes. Le prochain conflit mondial ne commencera pas par une déclaration de guerre officielle. Il commence par un bug. Un seul missile égaré en mer Noire, un réseau électrique piraté en Europe de l'Est, une fausse alerte radar à Moscou. Une fois que cette première erreur se produit, le facteur humain sort de l'équation. Des dispositifs de sécurité militaire classifiés interviennent, effaçant des millions de vies en quelques minutes, avant même que le public ne reçoive une alerte sur son téléphone. Dans l'heure à venir, nous détaillerons la chronologie d'une guerre mondiale moderne. Nous allons ouvrir le manuel classifié de l'armée américaine, pour mener une guerre sur plusieurs fronts. Mais il faudra aussi aller au-delà des frappes initiales. Si les plus grandes superpuissances mondiales s'anéantissent complètement, qui héritera réellement des cendres ? Je m'appelle Josh, et voici The Infographics Show. Le président Joe Biden a prévenu la Russie de conséquences sévères en cas d'usage d'armes chimiques en Ukraine. Mais que se passerait-il si cette limite était franchie ? Et si les États-Unis et la Russie entraient en guerre à cause de l'Ukraine ? 2 heures avant la guerre. Dans l'ouest de l'Ukraine, une base abritant plusieurs dizaines d'instructeurs américains est attaquée par des missiles russes. C'est ici que l'Amérique formait depuis 8 ans les forces conventionnelles et spéciales ukrainiennes, et où les instructeurs américains collaborent désormais avec leurs homologues pour préparer 100 000 réservistes à combattre à l'Est. L'attaque est avant tout symbolique. La Russie montre ses muscles et avertit les États-Unis de rester à l'écart de la guerre en Ukraine. Cependant, un tir de missile chanceux touche les baraquements américains. 15 soldats américains meurent dans l'attaque russe, 1h45 avant le début de la guerre. Les pertes sont rapidement confirmées et transmises à Washington DC via le réseau satellitaire militaire américain, à fréquence extrêmement élevée de nouvelle génération. La constellation de 6 satellites en orbite géostationnaire relaie des données via des liaisons résistantes au brouillage pour les armées américaines, canadiennes, australiennes, néerlandaises et britanniques. La nouvelle des pertes est sur le bureau du président à peine 2 minutes après l'attaque. Le président Biden convoque immédiatement une session d'urgence du Congrès, 15 minutes avant la guerre. La mort de soldats américains est inacceptable pour le peuple américain. La Russie a été avertie. Toute attaque contre des convois ou du personnel américain sera vue comme une attaque contre l'Amérique. Avec quelques voix dissidentes, le Congrès américain approuve une déclaration formelle de guerre contre la Russie, avec l'intention déclarée de neutraliser les forces russes en Ukraine et d'empêcher leur retour dans le pays, 5 minutes avant la guerre. S'adressant au monde et à la nation, depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche, le président Joe Biden annonce une déclaration de guerre des États-Unis d'Amérique contre la Fédération de Russie. Il indique que la guerre vise à neutraliser les forces russes en Ukraine et à libérer les régions orientales occupées. Les forces terrestres américaines n'iront pas en Russie. Ceci vise à limiter l'escalade des hostilités et à empêcher un conflit nucléaire immédiat. Alors que le président prononce son discours, l'armée américaine est déjà en mouvement. Guerre, première heure. Depuis les ponts de navires américains dans le monde, des missiles SM-3 adaptés pour attaquer des satellites sont lancés. Leurs cibles sont des satellites militaires et civils russes, qui fournissent des communications et la navigation GPS aux unités militaires russes. Les F-15 américains participent à l'attaque en lançant des missiles anti-satellites depuis haute altitude. Les frappes sont limitées et ciblées. La destruction d'un satellite crée un grand nuage de débris pouvant endommager ou détruire des satellites alliés. La Russie, qui anticipe aussi une guerre avec les États-Unis depuis le début de l'invasion en Ukraine, riposte en attaquant les satellites américains. Cependant, les armes russes sont peu nombreuses. Seuls 2 satellites américains à très haute fréquence avancée sont ainsi neutralisés. Le GPS russe est totalement inefficace en raison des frappes cinétiques et des attaques électroniques visant son réseau spatial. Les navires américains et les sous-marins chargés de missiles de croisière, tant dans l'océan Pacifique que dans la mer Baltique, lancent plusieurs salves supplémentaires, cette fois en ciblant les infrastructures terrestres et navales russes. Quelques minutes après la déclaration de guerre du président Biden, des centaines de missiles américains filent vers des cibles à Saint-Pétersbourg, Kaliningrad, ainsi que vers les bases navales du Pacifique à Kamtchatka, Magadan, Pavlovsk et Sovetski-Gavans. Un sous-marin américain, ayant discrètement rejoint la mer Noire il y a quelques semaines, attaque les installations navales russes à Sébastopol et en Crimée occupée. Les unités de défense aérienne russes repèrent la salve de missiles et réagissent. Les systèmes S-400 et les anciens S-300 suivent les missiles entrants. Les missiles de croisière américains, subsoniques, sont vulnérables face aux défenses aériennes avancées, notamment celles de la Russie, parmi les meilleures mondiales.
Cette première salve est immense, et malgré la destruction de dizaines de missiles américains, certains franchissent les défenses aériennes et touchent leurs cibles. Les radars de défense aérienne, cible majeure pour la marine américaine, sont bien protégés par la Russie, consciente de l'avantage aérien des États-Unis. Seuls quelques missiles américains atteignent leur cible, ouvrant des brèches dans le réseau de défense aérienne russe de Kaliningrad, où la plupart des frappes ont été concentrées. Dans le Pacifique, plus de missiles américains touchent leur cible car les défenses aériennes sont moins nombreuses. Face aux difficultés en Ukraine, la Russie a retiré des unités de défense aérienne du théâtre pacifique, jugées moins prioritaires, pour renforcer ses défenses à l'est. La majorité des ports russes du Pacifique sont inutilisables. La marine russe a bien moins de capacité que l'américaine, et garde ses navires près des côtes pour profiter des défenses aériennes et terrestres. Cependant, des sous-marins russes rôdent dans l'Atlantique et le Pacifique, et la chasse à ces infiltrés est lancée. Après 1 heure de guerre, les troupes américaines des bases européennes sont rappelées de permission pour mobilisation. L'OTAN tient une réunion d'urgence, mais la majorité des membres refusent d'invoquer l'article 5. Une frappe sur une installation ukrainienne abritant des instructeurs américains a tout déclenché. Seule la Pologne rejoint l'effort de guerre américain, surtout par nécessité. La Pologne, voisine de Kaliningrad et de la Biélorussie, sera de toute façon ciblée par l'armée russe, car c'est la seule base à partir de laquelle les États-Unis peuvent lancer une offensive vers l'Ukraine. 3e heure. Des radars aériens et terrestres longue portée en Pologne détectent un barrage de missiles russes à grande vitesse. Les cibles sont des bases aériennes polonaises, accueillant soldats et avions de l'US Air Force. Les missiles venant de Kaliningrad sont plus difficiles à intercepter en raison de leur court temps de vol. La moitié a échappé aux défenses aériennes américaines et polonaises. Les États-Unis ont installé des batteries Patriot en Pologne depuis le début de la guerre en Ukraine pour protéger l'installation polonaise Aegis Ashore, bientôt achevée après de longs retards et difficultés de construction. La Pologne est un état clé de l'OTAN, en raison de sa proximité avec la Russie et Kaliningrad. L'installation Aegis Ashore deviendra un jour la pierre angulaire de l'un des réseaux de défense antimissiles et anti-aériennes les plus robustes au monde. Ce jour n'est pas encore arrivé, et l'installation reste inopérante. La Russie frappe le chantier avec des missiles longue portée, mais les défenses antimissiles contiennent l'essentiel de l'assaut. Certains passent, causant assez de dégâts pour empêcher l'installation d'être achevée avant la fin de la guerre. Les bases aériennes polonaises subissent également des frappes, mais la férocité de l'attaque n'est pas aussi grande qu'on le craignait. C'est parce que la Russie a épuisé beaucoup de ses armes de précision dans la lutte contre l'Ukraine, et les sanctions paralysantes ont rendu tout réapprovisionnement impossible. La Russie ne fabrique presque aucun des composants électroniques nécessaires à ses missiles avancés. De plus, son important stock initial de milliers de missiles a beaucoup diminué. Ceux qui restent seront nécessaires pour contrer les forces américaines à l'intérieur même de l'Ukraine. 8e heure. Des avions provenant de différentes bases aériennes américaines, tant sur le territoire national qu'à l'étranger, prennent leur envol. Ils rejoignent des aérodromes européens pour soutenir l'offensive contre les forces russes au sol. L'immense flotte américaine de 650 avions ravitailleurs, la plus grande au monde, effectue des rotations au-dessus de l'océan Atlantique, permettant ainsi aux F-15 et F-16 à plus courte portée de rejoindre l'Europe depuis le territoire national. 36e heure. La mobilisation américaine s'accélère. Les troupes préparent l'embarquement de matériel et de personnel à bord de navires de transport pour traverser l'Atlantique. La plus grande opération de pont aérien mondial est en cours, avec des avions cargo américains livrant troupes et véhicules lourds en Europe. Cependant, même l'impressionnante flotte logistique américaine n'est tout simplement pas suffisante pour déplacer une quantité assez importante de matériel pour une offensive. Pour l'instant, l'Ukraine est seule, et la Russie engage toutes ses forces disponibles dans le conflit avant l'arrivée des États-Unis. Heure 40. La Russie ne souhaite pas provoquer les autres membres de l'OTAN, ainsi les incursions attendues dans les pays baltes ne se sont jamais matérialisées. Il en va de même pour les frappes à longue portée contre les bases américaines les plus importantes en Allemagne. La Russie prépare rapidement une grande offensive dans l'est de l'Ukraine avec une stratégie simple. Si elle submerge les défenses ukrainiennes, elle peut priver les États-Unis du pays d'où ils veulent chasser la Russie. Les défenseurs ukrainiens restent aussi résilients, même alors que la Russie mobilise ses groupements tactiques de bataillons de réserve pour la bataille. Des dizaines de milliers de soldats seront déployés dans l'est de l'Ukraine dans les prochains jours, submergeant les défenseurs. En Russie, une conscription d'urgence est instaurée. Heure 42. Les bombardiers américains B-2 rapidement préparés volent depuis 17 heures depuis leur base aux États-Unis. Les avions furtifs ont pénétré les défenses aériennes russes
et larguer leur cargaison sur les centres radars et communications de Kaliningrad. L'objectif est de neutraliser la défense aérienne de l'enclave militaire afin d'immobiliser d'importantes forces russes et d'empêcher une offensive en Pologne. 2 B-2 sont perdus lors de l'attaque, mais les dégâts aux communications et à la défense aérienne russe élargissent nettement les failles de leur couverture. La marine américaine exploite ces failles en lançant plus de frappes de missiles, soutenues par des avions d'attaque de porte-avions en Méditerranée et par des forces prêtes en Europe. La mission américaine de suppression des défenses aériennes ennemies, ou SEAD, démantèle lentement mais sûrement les défenses aériennes russes à l'intérieur de l'enclave militaire. Les chasseurs russes ne rivalisent pas seuls avec les avions américains mieux équipés, mais associés à de puissantes défenses aériennes, ils deviennent une réelle menace. Des dizaines d'appareils sont détruits des deux côtés du conflit, la Russie cherchant à garder ses défenses aériennes et à empêcher les Américains et Polonais de contrôler le ciel. Si vous pensez que The Infographics Show utilise une machine secrète pour produire des vidéos en continu, sachez qu'il s'agit surtout de beaucoup de travail. Chaque scène et chaque graphique doit venir de quelque part, et créer tout cela à partir de zéro peut prendre des heures. C'est exactement pourquoi les outils qui accélèrent le processus sont importants. Et cela nous amène à Storyblocks. Storyblocks est une bibliothèque créative tout en un, remplie de séquences vidéo, d'animations graphiques, de modèles et d'incrustations. Donc, au lieu de créer chaque graphique à partir de zéro comme un maniaque privé de sommeil, vous pouvez prendre des éléments déjà soignés, les personnaliser et continuer d'avancer. Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, peut générer une narration au son naturel. Si vous avez besoin d'une voix rapidement et que je ne suis pas disponible, l'humanité a prévu un plan de secours. Pour des visuels personnalisés, leurs outils de montage vidéo IA, alimentés par Runway, permettent de générer et d'ajuster des éléments rapidement tout en gardant le contrôle. De plus, vous accédez à des milliers de modèles dans des programmes populaires comme Premiere et After Effects, où la plupart des créateurs montent et ajoutent leurs effets visuels. Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources, et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger un contenu illimité. C'est une option incroyablement économique. Donc, si vous voulez commencer à créer de meilleures vidéos vous-même, rendez-vous sur le lien dans la description ou scannez le code QR à l'écran. Profitez de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée. Et l'offre se termine bientôt. Alors vous devriez agir rapidement. Commencez à créer de meilleures histoires. Maintenant, revenons à l'épisode. Un sous-marin d'attaque russe porte un coup dévastateur à un destroyer américain opérant en mer Baltique. C'est un des sous-marins russes les plus modernes. Moins performant que ses équivalents américains, il reste une menace majeure pour la marine américaine en mer Baltique. Le sous-marin, traqué sans répit par des navires et des avions ASM, réussit à s'échapper en profitant d'une forte tempête comme couverture. Des centaines de marins américains meurent dans l'attaque, et un navire de plusieurs milliards sombre. La marine de surface russe n'a pas encore combattu, restant près des côtes, où il est trop dangereux pour les forces américaines de les viser. 4e jour. Une vague de cyberattaques frappe la Russie et les États-Unis, chaque camp utilisant toute sa puissance de cyberguerre contre l'autre. Les infrastructures civiles subissent de lourds dégâts des deux côtés, mais les États-Unis, plus résilients, voient leur marché revenir à la normale en moins de 48 heures. 6e jour. Autour de Kaliningrad, la guerre a réduit les défenses aériennes russes à de petites bulles de protection, mais cela a coûté de nombreux avions américains. L'enclave est maintenant violemment bombardée par les airs, les B-52 américains menant des frappes dévastatrices depuis leur base aux États-Unis. Des centres d'approvisionnement et de logistique sont mis en place en Europe pour permettre aux gros avions d'être plus proches de l'action et ainsi effectuer davantage de sorties. Actuellement, les avions doivent faire un aller-retour d'1 jour et demi pour frapper leur cible et revenir, ce qui ralentit l'offensive. Cependant, la puissance de feu de chaque avion est dévastatrice pour les forces russes. Les défenses aériennes au sol étant réduites par les frappes, les chasseurs américains et polonais peuvent maintenant assurer la supériorité aérienne à Kaliningrad, défiant les MiG russes. Comme on l'a vu en Ukraine, la force aérienne russe est moins performante que prévu, même si elle reste nombreuse. Les États-Unis ont bien plus d'avions, mais comme ils ne sont pas en Europe actuellement, cela crée une égalité numérique entre les deux camps. Les forces américaines et polonaises bénéficient de meilleurs capteurs, tandis que la Russie domine en maniabilité et rapport poussée-poids, rendant ses avions redoutables en combat rapproché. Pour la Russie, l'ère des combats aériens rapprochés est révolue. La plupart des affrontements ont lieu hors de portée visuelle.
Lors de la bataille aérienne la plus intense depuis la Seconde Guerre mondiale, des dizaines d'appareils, surtout russes, sont abattus. Après une semaine, Kaliningrad est gravement menacée par les airs. Les États-Unis ont consommé beaucoup de munitions lors des attaques et doivent suspendre les opérations aériennes pour se réarmer et se rééquiper. Depuis quelques jours, le ciel est étrangement calme après le vacarme des chasseurs en duel. Deuxième semaine. Au début de la deuxième semaine de combat, les forces américaines ont commencé à arriver massivement en Europe. Ils auront besoin de temps pour se préparer, et la flotte logistique américaine mettra des mois à acheminer la puissance de feu vers l'Europe. Des forces plus petites et mobiles se dirigent déjà vers l'Ukraine, tandis qu'un grand nombre d'hélicoptères d'attaque sont rassemblés pour repousser l'assaut terrestre russe dans le Donbass. Ils attendent juste la remise en condition de l'armée de l'air américaine pour assurer la couverture aérienne. De nouveaux groupements tactiques de bataillons russes, rapidement préparés, sont entrés en Ukraine. Mais ces préparatifs précipités ont aggravé le chaos dans les chaînes d'approvisionnement russes, déjà fragilisées avant l'élargissement de la guerre. Désormais, véhicules et personnels russes restent bloqués dans de longs convois, rappelant l'échec de l'offensive vers Kiev. Les avions américains profitent de l'occasion, mais seul le F-35 peut entrer dans des cieux dangereux, non encore sécurisés par des opérations appropriées de suppression des défenses aériennes. Avec leurs armes transportées en interne, les F-35 disposent d'une puissance de feu limitée, et leurs attaques infligent peu de dégâts aux grandes formations ennemies. Cependant, ils représentent un énorme coup de pouce au moral pour les défenseurs ukrainiens assiégés, qui rêvaient depuis longtemps du jour où la puissance aérienne américaine viendrait à leur secours. À la fin de la deuxième semaine de combat, l'offensive russe à l'est s'enlise de nouveau. Cependant, en raison du manque logistique russe, les défenseurs ukrainiens en profitent pour se replier, gagner un peu de répit, se réapprovisionner et se redéployer vers de nouvelles positions défensives. La Russie tente d'utiliser la puissance aérienne pour pilonner les lignes de front ukrainiennes, mais découvre très rapidement que c'est une erreur. Plusieurs F-22 Raptor américains survolent le ciel ukrainien dans le cadre du programme Rapid Raptor. Ce chasseur d'exception a été l'un des premiers appareils américains sur place. La Russie peut menacer l'espace aérien ukrainien, avec des défenses aériennes basées sur son propre territoire, mais les Raptors sont trop éloignés de ces défenses pour être détectés. Les avions russes subissent de lourdes pertes avant l'arrêt soudain de l'offensive aérienne. Quatrième semaine. La première brigade de combat blindée américaine a franchi la frontière en Ukraine. Une deuxième suit rapidement. L'offensive prévue des États-Unis et de la Pologne contre Kaliningrad n'a jamais lieu, les États-Unis refusant de risquer une riposte nucléaire russe en envahissant ce territoire. Les troupes russes dans l'enclave sont neutralisées par des campagnes aériennes continues. L'Amérique n'a pas la suprématie, mais domine l'espace aérien régional. Pour la première fois, blindés russes et américains s'affrontent au combat. Les deux camps se préparent à ce conflit depuis des décennies. Mais après la fin de la guerre froide, la corruption et une économie fragile ont vidé de sa substance la puissance autrefois redoutable de la Russie. L'attaque initiale a lieu de nuit. Les forces américaines, jusqu'aux simples soldats, sont toutes équipées de vision nocturne. Les forces russes, en revanche, ne disposent de la vision nocturne et de caméras thermiques que sur leurs véhicules lourds, avec seulement quelques dispositifs de vision nocturne répartis parmi leur infanterie. L'Amérique maîtrise la nuit, et la violence de l'offensive secoue profondément les forces russes. Les groupements tactiques de bataillons russes sont d'énormes monstres à commandement très hiérarchisé. Les forces américaines jouissent d'une grande autonomie et sont encouragées à prendre l'initiative. Bien que le BTG russe soit supérieur en nombre, les Américains attaquent avec des forces plus petites et plus maniables. La confusion des combats nocturnes et le manque de vision nocturne aggravent la situation des défenseurs russes. Les T-90, T-80 et T-72 russes ont eu du mal face aux chars ukrainiens, face aux M1A2C Abrams modernes. Équipés des derniers kits de modernisation et combattant en pleine nuit, ils sont décimés. Guidés par des capteurs avancés et des calculateurs performants, les obus des Abrams percent le blindage des chars russes, leurs bords brûlant pour former un pénétrateur auto-affûtant, créant une épreuve extrême pour l'équipage russe. Les chars russes ripostent avec des missiles anti-chars tirés par canon, mais l'Amérique a envoyé son fer de lance dans ce premier affrontement. Tous les Abrams américains n'ont pas le système Trophy, mais ceux en première ligne contre les Russes en sont dotés. Les contre-mesures israéliennes protègent efficacement contre les rares chars russes survivants. Les blindés russes sont désavantagés car les chars américains, équipés de meilleurs calculateurs de tir et viseurs, les engagent à une distance qu'eux-mêmes ne peuvent pas atteindre. En Ukraine, la Russie n'a pas su protéger ses blindés avec son infanterie contre les équipes anti-chars, contrairement aux États-Unis, qui accompagnent leur offensive de l'infanterie mécanisée,
neutralisant rapidement les poches de résistance après l'assaut blindé. Encore une fois, la vision nocturne des forces américaines leur donne un avantage décisif sur des adversaires moins avancés technologiquement. Les avions d'appui aérien soutiennent l'assaut terrestre en pilonnant les positions russes. Les redoutables A-10 Warthog déchaînent l'enfer avec leurs puissants canons GAO-8 Avenger de 30 mm, tandis que les F-15 et les F-35 assurent la couverture aérienne contre une éventuelle incursion des MiG russes. Les munitions d'attaque à distance ont dévasté de nombreuses défenses aériennes russes à longue portée situées dans la zone d'opération, et les opérations de suppression des défenses aériennes ennemies, SEAD, ont considérablement réduit de nombreuses défenses aériennes juste de l'autre côté de la frontière russe, qui pourraient menacer les avions alliés à l'intérieur de l'Ukraine. La campagne a coûté cher à l'armée de l'air et à la marine américaine, mais cela en vaut la peine, car l'appui aérien américain pilonne sans cesse les positions russes. Les défenses aériennes à courte portée sont difficiles à cibler, et plusieurs hélicoptères Apache américains sont abattus par ces systèmes, ou des systèmes solaires portables tirés à l'épaule. Les robustes A-10 se révèlent cependant beaucoup plus difficiles à abattre, car ils ont été conçus pour survivre précisément à ce type de combat à grande échelle pendant la guerre froide. Globalement, les défenses aériennes russes n'ont causé que peu de pertes à la flotte américaine avant d'être détruites. Alors que la Russie a complètement échoué à mener des opérations interarmes, les États-Unis donnent une véritable leçon de guerre interarmes moderne aux forces russes sous-financées et mal entraînées. 5e semaine, d'autres brigades blindées de combat américaines sont déployées en Ukraine. Les forces américaines remplacent les Ukrainiens sur le front contre la Russie, permettant aux défenseurs épuisés de se reposer. L'axe principal de l'avancée américaine se dirige vers Kherson, où les forces américaines sont actuellement engagées dans des combats urbains contre les forces russes pour la libération de la ville. L'infanterie américaine, rompue au combat urbain, grâce à 20 ans de combats en Irak et en Afghanistan, reste désavantagée car le terrain favorise les défenseurs. Malgré d'importantes pertes, la supériorité aérienne et l'entraînement permettent aux forces américaines de repousser les Russes hors de Kherson. Les civils restés dans la ville assiégée accueillent les Américains comme des libérateurs et les aident contre les forces russes, compliquant davantage la situation pour ces dernières. À l'extérieur de Kherson, les forces spéciales américaines lancent chaque nuit des raids contre les réseaux logistiques russes, paralysant le ravitaillement vers Kherson. L'avantage dont bénéficiaient les troupes américaines pendant la nuit leur donne un net avantage sur les Russes, tout comme le fait que les civils locaux apportent leur soutien total aux Américains. À la frontière entre la Pologne et Kaliningrad, des escarmouches ont souvent lieu, mais sans combat majeur. Les forces polonaises ont établi un large front défensif pour empêcher l'entrée des Russes en Pologne. À ce stade, les forces aériennes américaines et polonaises ont détruit les défenses aériennes russes dans l'enclave. Toute menace russe envers la Pologne est aussitôt attaquée. Les pertes ont été lourdes pour les forces aériennes des deux nations, mais celles de la Russie ont été encore plus importantes. Les avions polonais et américains, bien plus modernes, profitent du mauvais entretien et de la corruption qui handicape la Russie face aux attaques aériennes constantes. Le taux de sortie des avions russes chute presque immédiatement et ne se rétablissent jamais suffisamment pour assurer une défense viable. La pénurie de composants électroniques essentiels a aussi paralysé les défenses aériennes russes. Déjà pendant les hostilités avec l'Ukraine, l'armée russe manquait de missiles de défense aérienne, mais désormais toutes ces réserves prévues en cas de guerre avec l'OTAN sont presque épuisées, et il n'y a eu qu'une capacité nationale de réapprovisionnement. D'ici 1 ou 2 semaines, les Russes n'auront plus que des canons anti-aériens de la guerre froide, inutiles contre les cibles en haute altitude, mais encore dangereux pour les avions à basse altitude. À la fin du premier mois de combat, l'armée russe est dans une situation désespérée. Elle est déjà épuisée par 2 mois de combat en Ukraine. La plupart des forces terrestres américaines ne sont pas encore déployées, mais leur arrivée progresse bien. Et les éléments déjà présents en Ukraine exercent une pression incroyable sur les troupes russes démoralisées et épuisées. Les pertes américaines sont faibles, les pertes russes importantes, et nombre de leurs avancées en Ukraine sont annulées. Les États-Unis attendent que la plupart de leurs unités de combat soient dans le pays, avant de lancer une grande offensive contre les forces russes sur le front de 800 miles à l'est. Actuellement, les Américains soutiennent les défenseurs ukrainiens épuisés et les remplacent pour qu'ils puissent se reconstituer et se ravitailler. Ce n'est qu'à Kherson que les Américains ont lancé une véritable offensive dans le but d'ouvrir un corridor vers la Crimée. 6e semaine. Les forces ukrainiennes et américaines mettent fin à l'occupation russe de Kherson, seule ville où les Américains ont subi de lourdes pertes. Sur les vastes plaines de l'Est ukrainien, les forces américaines ont maintenu leur position défensive, repoussant les premières offensives russes. Le front est désormais dans une impasse stratégique, les États-Unis attendant l'essentiel de leur puissance de feu. La guerre aérienne se poursuit,
les forces américaines s'efforçant sans relâche de réduire les défenses aériennes russes. L'utilisation de drones, de munitions d'attaque à distance et de F-35 contribue à limiter ce qui serait autrement des pertes très élevées, tout comme le fait que la Russie est rapidement à court de missiles de défense aérienne. La Turquie permet aux navires de guerre américains d'entrer en mer Noire, provoquant une brève confrontation intense avec la marine russe. Les Russes ont réussi à couler 2 destroyers américains, en échange de presque toute leur flotte de la mer Noire, qui est contrainte de rester au port ou d'opérer sous la menace d'être coulés. Ces navires sont rapidement détruits à quai par les avions furtifs américains. Les marines américains arrivent à Odessa pour préparer un assaut amphibie en Crimée. 9e semaine. Dans l'un des efforts de mobilisation les plus rapides de l'histoire, les États-Unis ont déployé d'énormes quantités de puissance de feu en Ukraine en l'espace de 2 mois. La véritable bataille pour l'Ukraine débute, 10e semaine. Les opérations aériennes et les forces spéciales américaines perturbent sans cesse les lignes d'approvisionnement russes. Munitions, nourriture, médicaments et morale sont rares sur le front. La Russie a commencé la guerre avec une flotte logistique trop petite. Et, après la destruction de centaines de camions, ces réseaux logistiques sont presque totalement effondrés. Les forces russes ont été contraintes de se replier sur des dizaines de kilomètres, sur tout le front, mais pas à cause d'une action militaire. C'est parce qu'il a fallu raccourcir les lignes d'approvisionnement, afin de continuer à ravitailler les unités avec une flotte de transport réduite. 20 000 soldats russes supplémentaires ont afflué dans le pays, la grande majorité étant des conscrits. Ces soldats sont mal équipés et souffrent d'un moral extrêmement bas. Le front est resté calme 2 semaines, mais cela va changer. Lors d'une attaque nocturne, les forces américaines avancent sur l'ensemble du vaste front de l'est de l'Ukraine. Les opérations nocturnes déstabilisent les Russes, qui manquent encore de capacités de combat de nuit suffisantes. L'offensive ralentit seulement dans les villes, où les combats de rue avantagent les occupants russes. Une percée en Crimée divise les forces russes en 2, tandis qu'en même temps, les marines américains et ukrainiens lancent un assaut amphibie à l'extérieur de Sébastopol. L'opération est coûteuse. La résistance russe est plus forte ici après 8 ans d'occupation de la Crimée. Cependant, l'avancée rapide des blindés américains en Crimée coupe Sébastopol du reste de la Russie. Au lieu d'attaquer la ville, les forces américaines et ukrainiennes l'encerclent, coupent les ravitaillements, laissent fuir les civils par des couloirs humanitaires et maintiennent les forces russes sur place. Privés de ravitaillement, ils mourront de faim ou devront se rendre. Avec les forces américaines à Mariupol d'ici la fin de la semaine, et 100 000 soldats ukrainiens formés et équipés au cours des 2 derniers mois, la Russie est confrontée à un choix. Admettre la défaite en Ukraine, et se replier sur ses propres frontières, continuer une défense insensée des territoires occupés, vouée à l'échec au prix fort pour ses propres troupes, ou élargir le conflit par l'utilisation d'armes nucléaires. Dans ce qui est devenu une véritable tempête du désert moderne, les forces américaines et leurs alliés polonais, travaillant de concert avec les défenseurs ukrainiens, ont repoussé la plupart des avancées russes en quelques semaines seulement. Les clés sont un moral supérieur, un meilleur entraînement, un équipement performant et l'incapacité de la Russie à ravitailler ses forces depuis des semaines. La victoire a coûté cher aux États-Unis et à la Pologne, des milliers de morts, de blessés et d'importantes pertes d'aéronefs. Les stocks de défense aérienne et de missiles d'attaque au sol ont été fortement épuisés. Leur réapprovisionnement prendra des années, rendant l'armée américaine vulnérable à une agression chinoise soudaine dans le Pacifique. L'une des principales faiblesses actuelles de l'Amérique est son manque de capacité de mobilisation industrielle, l'obligeant à remplacer ses missiles et équipements par un flux lent qui prendra presque une décennie. La Russie est sur le pied de guerre, et si elle gagne en Ukraine, il est peu probable qu'elle s'arrête. La Lituanie, soutenue par l'Union européenne, a bloqué l'envoi de matériel militaire et économique vers Kaliningrad, poussant la Russie à menacer d'envahir en représailles. À l'autre bout du monde, la Chine montre ses muscles en menaçant les États-Unis pour leur soutien continu à Taïwan. Les craintes d'une 3e guerre mondiale grandissent de jour en jour, et les États-Unis les prennent très au sérieux. Avant d'analyser la préparation des États-Unis à la 3e guerre mondiale, examinons d'abord les actions de leurs ennemis potentiels. La Chine se prépare depuis longtemps à affronter les États-Unis pour devenir la superpuissance mondiale dominante. La Chine ne répond pas aux critères de superpuissance mondiale. Seuls les États-Unis les remplissent actuellement. Mais avec sa croissance économique et militaire vertigineuse, il pourrait s'écouler moins d'une décennie avant que le Parti communiste chinois puisse projeter sa puissance partout dans le monde. La Chine se prépare à s'opposer à l'Occident en visant à dépasser les États-Unis comme première puissance économique. Et elle dispose également de garanties pour ses propres intérêts économiques face à une guerre économique contre les États-Unis. Et pour atteindre cet objectif,
En 2013, elle a lancé l'initiative des nouvelles routes de la soie. Ce plan extrêmement ambitieux comprenait la construction de nouvelles routes commerciales terrestres et maritimes à travers le monde afin de relier économiquement la Chine à des nations allant de l'Europe à l'Afrique. Pour réussir, la nation a investi dans ses infrastructures et dans des infrastructures commerciales à l'étranger. Cependant, le partenariat de la Chine avec les pays hôtes est le plus souvent extrêmement prédateur. Ils offrent des prêts économiques pour construire d'immenses projets qui promettent la prospérité économique, comme des ports maritimes et des gares de triage. Cependant, ces prêts exigent souvent l'embauche d'entreprises chinoises pour la construction, laissant peu d'emplois aux locaux. Les taux d'intérêt de ces pièges de la dette sont si élevés qu'un pays pauvre est presque certain de faire défaut. Les pénalités de défaut de paiement incluent des clauses donnant à la Chine des droits exclusifs sur les infrastructures construites, parfois pour un siècle. C'est une version moderne du colonialisme en douceur. Le plan de la Chine est d'exercer une forte influence sur le commerce des marchandises à travers l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique, ce qui la place dans une position très solide pour dicter la géopolitique dans sa sphère d'influence en constante expansion. La Chine se prépare à une guerre avec les États-Unis en sécurisant ses routes commerciales vulnérables, les précieux gisements de pétrole et de gaz naturel de la région, ainsi que les riches zones de pêche en mer de Chine méridionale. Cet effort a débuté en 2013 avec la construction d'îles artificielles, poursuivi sans opposition malgré une décision de la Cour internationale de justice de La Haye, jugeant illégale la création de ces îles pour revendiquer des zones économiques exclusives. La pression étrangère n'a pas empêché la Chine de s'approprier les réserves de pétrole revendiquées par des voisins comme le Vietnam, ni d'utiliser sa garde côtière pour intimider et chasser les flottes marchandes et de pêche étrangères de leurs eaux territoriales. Ces îles sont désormais devenues des installations militaires fortement fortifiées, comprenant des systèmes modernes de défense antimissiles, des pistes suffisamment longues pour accueillir des avions d'attaque à long rayon d'action et un réseau de surveillance en constante expansion. Tout cela est conçu dans un seul but: détecter, suivre et détruire la marine américaine. D'autres préparatifs ont ajouté des dizaines de nouveaux navires à la marine de l'armée populaire de libération, aujourd'hui la plus grande au monde. Le deuxième porte-avions chinois est récemment entré en service. Dans quelques années, il sera opérationnel au combat, renforçant fortement l'influence maritime et aérienne du PCC. Face à l'agressivité croissante de la Russie en Europe, on craint que ces deux nations ne s'allient pour tenter de renverser l'ordre mondial dominé par les États-Unis. Malgré la montée en puissance de la Chine, elle ne peut toujours pas vaincre les États-Unis dans un affrontement direct. Elle pourrait toutefois tenter de diviser l'attention américaine, en s'alliant à la Russie, obligeant ainsi les États-Unis à choisir entre affronter la Chine dans le Pacifique ou la Russie en Europe. Pendant des décennies, les États-Unis ont maintenu une armée capable de gagner 2 guerres simultanées contre des adversaires équivalents. Mais avec la montée rapide de la Chine, cela est devenu impossible sans ruiner les États-Unis, forçant l'Amérique à admettre qu'elle ne pourrait vaincre qu'un seul adversaire de niveau comparable à la fois. La question est de savoir comment les États-Unis s'y préparent, face au risque croissant d'une 3e guerre mondiale déclenchée par la Chine et la Russie. La situation dans le Pacifique paraît critique face à la supériorité numérique de la marine chinoise, mais la puissance navale se mesure surtout au nombre de missiles de combat, pas de navires. Il s'agit du nombre de missiles que les deux marines peuvent déployer l'une contre l'autre. Les États-Unis disposent d'environ 10 000 missiles contre environ 2 000 pour la marine chinoise. Même si ces chiffres évoluent avec l'entrée en service de plus grands navires chinois et la modification des deux marines, on estime qu'en 2030, la Chine pourrait avoir réduit l'écart en matière de missiles de combat jusqu'à atteindre les 2/3 des capacités américaines. La première ligne de défense des États-Unis face à la Chine est Taïwan, probable épicentre d'une 3e guerre mondiale. La démocratie insulaire s'est séparée du continent après l'expulsion des nationalistes par les communistes après la Seconde Guerre mondiale. Depuis lors, l'ancienne dictature est devenue une démocratie dynamique qui a refusé de se réunifier et de se placer sous le contrôle du Parti communiste chinois. La sécurisation de Taïwan est essentielle non seulement face à l'affrontement croissant entre autoritarisme et démocratie, mais aussi pour des raisons politiques et économiques majeures. Taïwan fabrique près de 50% des semi-conducteurs mondiaux, les entreprises américaines ayant arrêté leur production locale à cause des coûts. Les semi-conducteurs sont essentiels pour chaque appareil de votre vie. L'économie mondiale fonctionne littéralement grâce à eux, et ils sont devenus aussi précieux comme marchandises que le gaz et le pétrole. La Chine elle-même produit entre 25 et 30% de l'approvisionnement mondial en semi-conducteurs. Donc, si la Chine devait prendre Taïwan, elle contrôlerait alors les 3/4 de l'approvisionnement mondial en semi-conducteurs. Cela permettrait à la Chine de paralyser efficacement l'économie de tout pays, en désaccord avec elle, simplement
en interdisant la vente de semi-conducteurs à ce pays, donnant ainsi à la Chine un pouvoir incroyable pour contrôler davantage les affaires mondiales et réduisant la capacité de l'Occident à s'opposer à son autoritarisme. Taïwan est aussi politiquement important car il appartient à la première chaîne d'îles. Cette chaîne d'îles, du Japon aux Philippines, forme une barrière réelle à l'expansion de l'influence chinoise dans le Pacifique. Si la Chine devait prendre Taïwan, cela ne briserait pas seulement cette stratégie d'endiguement soigneusement orchestrée, mais permettrait aussi à la Chine de neutraliser efficacement la capacité du Japon à lui résister. En stationnant avions et navires près de Taïwan, la Chine pourrait viser les lignes de communication et les routes commerciales du Japon à travers le Pacifique, et l'encercler, le contraignant à la subordination sous la menace d'une famine économique. Si la Chine prend Taïwan, il deviendrait bien plus difficile, voire impossible, pour les États-Unis de défendre les Philippines et le Japon. Pour défendre Taïwan, les États-Unis ont signé plusieurs accords, en lui vendant des systèmes d'armes avancés, allant des avions de chasse aux défenses aériennes et antimissiles. Les conseillers militaires américains collaborent étroitement avec leurs homologues taïwanais depuis des années pour préparer le pays à une invasion. Malgré les menaces chinoises, les livraisons d'armes américaines à Taïwan se poursuivent sans relâche. Et récemment, le président américain Joe Biden a publiquement exprimé pour la première fois une vérité non reconnue dans la politique américaine. Les États-Unis viendront défendre Taïwan en cas d'invasion. Cela a fortement irrité la Chine, et la presse accréditée à la Maison-Blanche s'est empressée d'en atténuer la portée. Ce qui paraissait une gaffe politique était sans doute un élément de stratégie pour maintenir la Chine dans l'incertitude sur la réaction américaine à une invasion. L'incertitude sur la réaction des États-Unis en cas d'invasion de Taïwan crée confusion et doute chez les dirigeants chinois. La Chine doit-elle préparer son économie à une avalanche de sanctions mondiales, similaires à celles imposées à la Russie après l'invasion de l'Ukraine, ou s'attendre à voir des F-18 américains envahir le ciel au-dessus de Taïwan et couler sa flotte d'invasion? L'ambiguïté stratégique est puissante, et le théâtre politique la favorise. Mais les États-Unis ne comptent pas faire la guerre à la Chine seuls. À cette fin, ils ont contribué à renforcer les capacités d'alliés comme le Japon et surtout l'Australie, qui a récemment signé un pacte de coopération militaire avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Ce pacte n'assurera pas seulement la coopération en matière de sécurité entre les pays, mais aidera également à doter l'Australie d'une flotte de sous-marins nucléaires d'attaque. Ceci inquiète fortement les Chinois, qui ont récemment tenté de séduire l'Australie pour l'éloigner de sa relation avec les États-Unis, une tactique qui a finalement échoué. Dans 10 ans, la Chine pourrait faire face aux sous-marins américains, britanniques et australiens, exposant davantage la marine de l'armée populaire de libération et ses routes commerciales maritimes. La Chine importe l'essentiel de son pétrole et gaz par voie maritime, et les États-Unis comptent cibler ces routes pour étouffer son économie en cas de guerre. Récemment, les réunions de sécurité entre le Japon, l'Inde, les États-Unis et l'Australie ont repris après une pause sous la présidence Trump. Le Quad cherche à résoudre des enjeux mondiaux, comme le réchauffement climatique, la cybersécurité, et à assurer un commerce libre et ouvert dans le Pacifique. Ceci est une implication voilée des discussions du Quad sur la meilleure façon de gérer l'expansion de la Chine dans le Pacifique Sud. Le Quad n'a pas d'engagement militaire entre ses membres pour l'instant, mais cela pourrait évoluer, car Joe Biden fait du Pacifique Sud et de la confrontation avec la Chine une priorité pour les États-Unis. L'Inde reste la seule nation du Quad sans accord de sécurité formel avec les États-Unis et refuse traditionnellement de s'engager dans de tels partenariats. Cependant, cela pourrait bientôt changer à mesure que les tensions entre l'Inde et la Chine s'intensifient, et qu'il devient évident que l'Inde n'est pas en mesure de gagner une guerre contre la puissance militaire supérieure de la Chine seule. Intégrer l'Inde au réseau de sécurité du Pacifique Sud permettrait d'encercler la Chine et surtout de positionner des navires et des avions alliés sur ses principales routes commerciales dans l'océan Indien. Mais les États-Unis prennent également des mesures très concrètes pour affronter la Chine. Une guerre avec la Chine se déroulerait en mer et dans les airs, avec très peu d'affrontements directs entre l'armée populaire de libération et l'armée américaine. Ce sera une guerre de navires et d'avions, sans chars ni artillerie, et les États-Unis s'y préparent. Pour se préparer à une confrontation aérienne avec la Chine, les États-Unis ont accéléré l'achat de F-35 et fait de la mise en service d'escadrons de ces chasseurs de 5e génération une priorité. Cependant, la marine et l'armée de l'air ont toutes deux exprimé des réserves quant à l'état de préparation actuel du F-35, ce qui a poussé les deux services à compléter leurs commandes de F-35 par des commandes d'appareils anciens, modernisés, comme le F-15 Eagle pour l'armée de l'air américaine et le F-18 Super Hornet pour la marine américaine. Pour contrer la menace des missiles chinois, dont leur arsenal balistique visant les navires américains en mer,
La marine augmente aussi le nombre de navires dotés du système Aegis. Dès 2015, la marine a aussi remis en cause sa stratégie de domination maritime fondée sur les porte-avions depuis la fin de la guerre froide. Après la chute de l'Union soviétique, la marine américaine jouissait d'une supériorité et d'une liberté d'action mondiale, les flottes de surface n'ayant plus qu'à protéger les porte-avions. Les compétences en guerre anti-sous-marine et anti-surface avaient décliné, la stratégie navale étant centrée sur les porte-avions. Aujourd'hui, la marine américaine prépare encore ses équipages à affronter des adversaires de niveau comparable dans des combats entre navires. Les sous-marins sont le deuxième atout naval des États-Unis après les porte-avions. Et pourtant ils restent presque totalement oubliés par la plupart du monde, ce qui leur convient parfaitement. Actuellement, les États-Unis disposent d'une flotte de 68 sous-marins et remplacent les sous-marins d'attaque rapide de la classe Los Angeles, datant de la guerre froide, par les nouveaux sous-marins de la classe Virginia. L'investissement dans les sous-marins stagne, et les acquisitions sont en retard, mais les États-Unis gardent un net avantage dans la guerre sous-marine, même si la Chine possède plus de sous-marins, mais moins avancés. Le domaine des missiles hypersoniques a attiré beaucoup d'attention depuis l'annonce que les États-Unis étaient en retard sur la Russie et la Chine dans leur développement. Pourtant, il existe de la désinformation et de la confusion concernant cette technologie, ce qui donne l'impression que la Russie et la Chine détiennent un avantage significatif sur les États-Unis dans ce domaine, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Tout missile balistique est hypersonique, et les récents essais chinois, où un missile hypersonique a fait le tour du monde, ne sont pas très impressionnants militairement. Techniquement, cela n'apporte aucune capacité nouvelle. La menace réelle des missiles hypersoniques vient des modèles manœuvrables. Ce sont des missiles qui peuvent non seulement voler à des vitesses hypersoniques, mais aussi manœuvrer en même temps, ce qui les rend extrêmement difficiles à intercepter. Dans ce domaine, les trois nations peinent encore à déployer des missiles opérationnels, mais les États-Unis ont récemment fait de grands progrès. Les États-Unis pourraient être en retard dans le développement de missiles air-air avancés à longue portée. Des photos récentes de chasseurs chinois montrent que la Chine a commencé à déployer des missiles avancés, au-delà de la portée visuelle, tandis que les États-Unis sont encore principalement équipés de l'IM-120, un missile air-air extrêmement performant et éprouvé au combat, mais qui n'est efficace qu'à moyenne portée. Le programme F-3R du Pentagone cherche à renforcer les missiles air-air américains, en allongeant leur portée et en augmentant leur efficacité dans un environnement électromagnétique contesté. La nouvelle génération de missiles américains aura des liaisons de données bidirectionnelles, une unité de mesure inertielle GPS améliorée, une zone de non-échappement élargie pour plus de létalité et une meilleure capacité de tir hors axe. Les pilotes pourront tirer des missiles sans orienter leur avion vers l'ennemi, réduisant ainsi leur vulnérabilité. Cependant, la prochaine étape pour les chasseurs américains est l'AIM-260 qui offrira des capacités au-delà de la portée visuelle et égalera les missiles adverses à plus longue portée, tout en intégrant les technologies éprouvées de l'IM-120. La Troisième Guerre mondiale impliquerait sûrement aussi des actions contre la Russie en Europe, car la Chine et la Russie coopéreraient probablement dans ce cas. Ce sera néanmoins un partenariat de circonstances, non de choix, car les relations entre ces nations restent tendues, et la Russie se montre de plus en plus frustrée par son statut subalterne. Avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'armée russe s'est révélée incompétente, corrompue et incapable de mener une guerre moderne du XXIe siècle. Malgré une puissance de feu supérieure, l'offensive russe en Ukraine est presque à l'arrêt, alors que les forces russes affrontent un adversaire bien moins équipé que l'armée américaine. En résumé, la Russie ne menace vraiment qu'avec sa puissance nucléaire en cas de guerre mondiale. Avec la plupart de l'armée américaine non engagée dans le Pacifique, la Russie serait contenue par la puissance terrestre des États-Unis, mais l'OTAN manquerait de moyens aériens essentiels. Ces lacunes sont aisément comblées par l'aviation de l'OTAN. Il y a 4 mois, nous aurions mis 10 minutes de plus à expliquer comment les États-Unis préparent leur riposte face à la Russie. Après avoir vu les capacités de l'armée russe, nous n'avons plus besoin de l'expliquer. Malgré un coup, l'OTAN gagnerait probablement une victoire éclatante sur les forces russes. La Russie serait surtout menaçante durant les premières semaines, pendant l'acheminement et la préparation des forces américaines à travers l'Atlantique. Cela laisse les pays baltes et la Pologne vulnérables. Mais le déploiement des forces de réaction rapide de l'OTAN serait probablement suffisant pour ralentir une offensive russe initiale et limiter considérablement ses gains, jusqu'à ce que les partenaires européens de l'OTAN puissent mobiliser pleinement leurs propres armées. La stratégie américaine pour contrer l'agression russe lors de la prochaine guerre mondiale repose donc sur la préparation des partenaires européens à mieux défendre leur propre continent et à ne pas dépendre autant de l'armée américaine, car le conflit contre la Chine mobilisera la majeure partie de la puissance navale et aérienne des États-Unis.
Le Pacifique sera le principal théâtre de guerre, et après ces lourdes pertes en Ukraine, la Russie ne devrait pas affronter l'OTAN dans une troisième guerre mondiale. Si vous vivez dans ces pays, préparez-vous à être anéantis, car ils seront rasés lors de la troisième guerre mondiale. Quand on pense à la troisième guerre mondiale, on imagine souvent un échange nucléaire, mais il est plus probable qu'elle reste conventionnelle, car aucun dirigeant ne souhaite vraiment la mort de l'humanité. Cela ne signifie pas qu'une guerre conventionnelle ne serait pas dévastatrice. Il suffit de regarder la guerre en Ukraine, qui a dévasté de vastes étendues du paysage, les transformant en un décor de film post-apocalyptique à la Mad Max. Ce type de destruction est quelque chose auquel les observateurs modernes ne sont pas habitués, principalement grâce aux armes de précision utilisées par les armées occidentales, qui réduisent considérablement les dommages collatéraux. La guerre en Ukraine montre que l'Occident consacre beaucoup de ressources à limiter les dommages collatéraux. Mais ce n'est pas par pur altruisme. Les armes de précision sont plus efficaces, mais des armées peu sophistiquées comme celles de l'Ukraine et de la Russie recourent à des feux de masse pour atteindre leurs objectifs. Récemment, l'Ukraine a reçu de plus en plus d'armes de précision, mais l'essentiel de ses frappes à longue portée et de ses capacités d'attaque au sol repose encore sur des armes non guidées. La Russie disposait initialement d'un stock plus important d'armes de précision, mais ces dernières étaient déjà peu nombreuses au départ et deviennent de plus en plus rares. La Russie utilise sciemment ses armes de précision contre des civils, car pour elle, les crimes de guerre font partie du conflit. Il ne s'agit pas simplement de calomnier la Russie, la nation a réellement agi ainsi pour gagner des conflits auparavant. Lors des deux guerres en Tchétchénie, la Russie a rasé la République séparatiste, utilisant des tirs massifs d'artillerie pour anéantir les défenseurs retranchés. C'est parce que l'armée russe est fondamentalement faible et incapable du type de combat urbain, dans lequel des armées comme celle des États-Unis ont montré un haut degré de compétence pendant les guerres en Irak et en Afghanistan. Une structure de force médiocre, une formation mauvaise ou inexistante, et une doctrine déplorable s'additionnent pour créer une armée incapable de remporter les combats urbains de porte à porte d'une guerre comme en Tchétchénie, malgré un rapport numérique écrasant en leur faveur. La destruction aveugle et indiscriminée par la Russie ne vise pas seulement à pallier des faiblesses au combat, mais fait aussi partie de sa stratégie de victoire dans la guerre. Les civils sont des cibles légitimes pour les armes russes, car des civils morts démoralisent ceux qui sont encore en vie. L'Occident cherche sincèrement à limiter les pertes civiles, tandis que la Russie connaît trop bien l'effet de terreur et de démoralisation que provoque le massacre de masse de non-combattants sur une population qui résiste. C'est pourquoi la Russie a ciblé des hôpitaux, aussi bien en Tchétchénie qu'en Syrie, et pourquoi elle a délibérément choisi d'attaquer un théâtre en Ukraine qui abritait des familles, malgré le mot « enfant » écrit en russe à l'extérieur. Lors de cette attaque, la Russie aurait tué jusqu'à 600 personnes, dont de nombreux enfants. Ce n'est toutefois pas simplement le fait d'un pilote agissant seul, comme l'a montré le massacre de Boutcha. La torture et les massacres de masse sont simplement la façon dont la Russie mène la guerre, et les groupes alliés à la Russie comme Wagner ne sont pas différents. En mars de cette année, le monde a entendu le témoignage d'un combattant de Wagner qui a raconté comment il avait tiré sur des enfants âgés d'à peine 6 ans, sur ordre d'exterminer tous les civils ukrainiens qu'il rencontrait. Interrogé, il a affirmé qu'il recommencerait si on le lui demandait. La Russie étant un adversaire potentiel en cas de troisième guerre mondiale, c'est une très mauvaise nouvelle pour ses voisins, qui risquent le même sort. La Russie serait criminellement stupide de tenter de lancer une guerre contre l'OTAN dans un avenir proche, mais une stupidité criminelle n'a jamais vraiment freiné la prise de décision russe. Cependant, un scénario plus réaliste serait celui où une Russie humiliée est forcée de se retirer d'Ukraine, et de panser ses blessures. Comme l'Allemagne d'Hitler avant-guerre, la Russie pourrait patienter et reconstruire son armée, et le faire bien plus vite que l'Allemagne. À ce jour, l'OTAN interdit à l'Ukraine d'attaquer directement la Russie, laissant ainsi intacts les réseaux de production et logistique russes. On pourrait facilement se moquer de la faible performance actuelle de l'armée russe, en oubliant leurs menaces potentielles futures. L'Occident a démontré sa supériorité en équipement et doctrine, tandis que les sanctions ont paralysé la capacité de la Russie à produire des armes modernes. Sous-estimer la menace que la Russie représente pour l'Occident serait dangereux. Les deux camps ont retenu de ce conflit la vitesse à laquelle l'équipement de combat moderne est consommé lors d'une guerre entre puissances industrielles. Oui, l'Occident dispose d'un équipement bien meilleur et plus performant, mais en quantité dangereusement faible et qui diminue de jour en jour. Le Royaume-Uni possède entre 700 et 1000 missiles Storm Shadow, et même s'il est resté discret sur le nombre envoyé à l'Ukraine, on estime qu'il en a envoyé au moins 10% de son stock. Le Storm Shadow lui-même
est également en train d'être remplacée par une version plus moderne et plus coûteuse, alors même que le budget de la défense britannique peine à suivre l'inflation malgré les récentes augmentations. L'histoire devient plus effrayante en pensant aux chars, cette arme dont les deux camps de la guerre en Ukraine manquent cruellement. La Grande-Bretagne possède environ 157 Challenger 2, selon un document de la défense révélant qu'une grande partie de sa flotte a été cannibalisée pour des pièces détachées. Comme les missiles Storm Shadow, le Challenger est en cours de modernisation, mais le Royaume-Uni s'attend à ce qu'en raison du coût supplémentaire, sa flotte totale de Challenger reste inchangée, voire diminue. Oui, les armes occidentales sont plus performantes, mais un simple missile anti-char de moyenne portée peut neutraliser un char occidental coûteux, si bien que le nombre compte alors énormément. Même si la Russie ne déploie pas de T-14 prochainement, elle n'en a pas besoin. Les T-72 par leur nombre restent une force avec laquelle l'OTAN doit compter. L'OTAN veut aujourd'hui accroître sa préparation, mais la situation pourrait changer 1 ou 2 ans après la libération totale de l'Ukraine et le retrait de la Russie à ses frontières. Les Européens ont toujours voulu profiter des dividendes de la paix et ont été très réticents à investir dans leur propre défense. Cela place les membres les plus vulnérables de l'OTAN directement en première ligne. Et nous parlons de vous, Lettonie, Estonie et Lituanie. Les pays baltes ont toujours été très vulnérables à l'agression russe. Avant la guerre en Ukraine, de nombreux experts militaires américains redoutaient que Poutine lance bientôt une attaque visant à créer un fait accompli contre un État balte. En occupant quelques villages, l'invasion de Poutine activerait l'article 5. Mais l'OTAN irait-elle jusqu'à une guerre nucléaire pour quelques villages lettons, jusqu'à récemment? La réponse aurait sans doute été non, risquant de fracturer l'alliance alors que la confiance dans l'article 5 vacillait. Aujourd'hui, la Russie n'a plus d'illusions, ce qui signifie qu'en cas d'hypothétique troisième guerre mondiale dans 10 ans, elle déploierait de nombreux chars et véhicules blindés anciens contre une force de réaction rapide de l'OTAN de quelques milliers d'hommes. Il n'a jamais vraiment été réaliste de penser que l'OTAN pourrait défendre avec succès les pays baltes, surtout qu'elle devrait traverser Kaliningrad pour y parvenir. L'entrée de la Finlande dans l'Alliance permet désormais à l'OTAN de réunir assez de puissance pour réagir à une incursion dans les pays baltes avant qu'ils ne soient submergés. L'ancien plan qui consistait simplement à libérer les pays baltes est peut-être désormais abandonné, mais il repose sur un point clé, que l'OTAN stationne un nombre important de troupes directement en Finlande. C'est très improbable, car lors de l'adhésion de la nation, les États-Unis ont affirmé qu'il n'y aurait pas de plan pour renforcer significativement la présence de l'OTAN en Finlande. C'était une mesure destinée à apaiser la Russie, et il est peu probable que la position de l'OTAN à ce sujet change, même s'il y avait des signes de réarmement importants en Russie. Malgré sa puissance, l'OTAN a un défaut majeur. C'est un acteur rationnel, qui tente de dissuader une menace totalement irrationnelle. La Russie n'est pas folle, mais elle agit de manière irrationnelle, et c'est intentionnel. Poutine sait qu'il a un levier sur l'OTAN tant qu'il agit de façon irrationnelle, forçant l'Alliance à réagir de manière responsable. Les réponses responsables ont peu d'effets dissuasifs, comme le montre l'absence de préparation à l'invasion russe de l'Ukraine, malgré l'alerte des États-Unis. Par conséquent, il est tout à fait plausible qu'une guerre dans 10 ans trouve à nouveau l'OTAN prise au dépourvu, mettant les pays baltes et la Finlande directement dans la ligne de mire de quantités massives de blindés et d'artillerie russe. À en juger par l'Ukraine, ces nations subiraient une destruction catastrophique. Même avec des armes de moindre qualité, la Russie pourrait déployer une puissance de feu redoutable contre des défenses OTAN mal préparées. Tout le monde aime repenser à la victoire écrasante des États-Unis sur l'Irak, que ce soit lors de la tempête du désert ou lors de la seconde invasion. Mais ce que tout le monde oublie, c'est que l'Amérique a eu des mois pour se préparer au combat. Une invasion russe pourrait survenir sans avertissement, et sans assez de troupes pour contrer les Russes, l'efficacité des armes occidentales importe peu. Les combats entraîneraient une crise de réfugiés dans les pays baltes et peut-être en Finlande, compliquant la réponse de l'OTAN, car la Russie sait utiliser les réfugiés comme arme. Elle l'a fait en Syrie, inondant l'Europe de réfugiés volontairement, et les dirigeant vers les zones tenues par les rebelles pour semer la confusion et le chaos. La Russie, ne valorisant guère la vie humaine, ne donnerait qu'une option aux réfugiés, fuir devant les Russes, qui avancent en assassinant délibérément des civils. Les forces de l'OTAN, en sous-effectif, peineraient à coordonner une évacuation en plus de leur riposte militaire, compliquant la situation pour les défenseurs. La cavalerie finirait par arriver, et la Russie n'aurait aucune chance réelle contre une force combinée de l'OTAN. Mais les destructions qu'elle pourrait causer au début du conflit seraient immenses, et cela,
sans même recourir aux armes nucléaires, dont l'effet serait si global qu'en parler ici serait largement inutile. Changeons de sujet. Le Pacifique est en réalité le lieu le plus probable de départ de la Troisième Guerre mondiale. Bien que la Russie soit une menace, il est très improbable qu'après avoir perdu la guerre en Ukraine, elle reste politiquement unie ou assez motivée pour riposter contre l'OTAN en attendant son heure. La Chine, en revanche, est prête pour la guerre aujourd'hui. Quand on pense à une guerre dans le Pacifique, il y a deux points chauds évidents, la DMZ coréenne et Taïwan. Taïwan risque davantage de provoquer un conflit mondial que la Corée du Nord envahissant le Sud. Bien que la Corée du Nord aime fanfaronner, ils ne sont pas dupes de la réalité. Ils affrontent la puissance de l'armée américaine, et la Corée du Sud est aussi très militarisée avec une armée très compétente. Leur avantage technologique compense largement leur effectif inférieur à celui de la Corée du Nord. Taïwan est le point de tension le plus susceptible de provoquer une guerre, car la Chine nous en a avertis. Pour la Chine, la réunification avec Taïwan est une question de fierté et de survie pour le Parti communiste chinois, dont la légitimité dépend du retour de cette province dissidente. Le président Xi Jinping a affirmé que Taïwan sera réunifié avec la Chine, même par la force si nécessaire. Et l'armée chinoise se prépare depuis longtemps à faire exactement cela. Avec Taïwan défendu par les États-Unis, qui ont récemment levé toute ambiguïté concernant la défense de l'île, la Chine sait qu'elle devra affronter la puissance militaire la plus forte du monde. Toutefois, la Chine mise sur une stratégie pour bloquer l'accès des États-Unis au Pacifique Sud, ce qui pourrait réussir. De toute façon, Taïwan sera totalement écrasé. La Chine semble plus éthique que la Russie en guerre, mais nous l'ignorons en réalité. La dernière guerre que la nation a menée était contre le Vietnam en 1979, et cela n'a été que de courte durée. Nous savons que la nation a bien plus investi dans les armes de précision que la Russie. De plus, les Taïwanais étant aussi des Chinois, cela devrait, on l'espère, freiner les pulsions génocidaires des durs du régime chinois. Pourtant, les Russes appellent souvent les Ukrainiens leurs frères, sans que cela les empêche de tirer sur des enfants dans la rue. La géographie est souvent cruelle, bien que ce soit le principal atout de Taïwan. Elle assurera aussi des pertes civiles monstrueuses. Taïwan est une île montagneuse, et ses villes sont extrêmement densément peuplées. Cela rend la tâche cauchemardesque pour un envahisseur chinois, qui devra forcément mener des attaques terrestres massives contre des défenseurs retranchés. Quand les combats débuteront, la population taïwanaise n'aura nulle part où fuir. La même force qui rend Taïwan si difficile à conquérir se retourne contre elle lorsqu'il s'agit de mettre les civils à l'abri. Même la puissante marine américaine mettra sans doute des semaines, voire des mois, à opérer en sécurité près de Taïwan, forçant les civils à endurer les combats sans aide pendant au moins 6 mois. La Chine pourrait accepter d'ouvrir des couloirs humanitaires pour permettre aux civils taïwanais de fuir vers la Corée du Sud, le Japon ou les États-Unis, car cela sert ses intérêts. Réduire les pertes civiles améliorera l'image internationale de la Chine après avoir été qualifiée d'envahisseur, et facilitera aussi les opérations de ses troupes. La Russie aurait pu bénéficier des mêmes avantages, mais elle a choisi de tirer sur les civils en se servant de la promesse de couloirs humanitaires pour les canaliser dans une zone de mise à mort. Face à des pertes énormes lors d'une invasion de Taïwan, il est tout simplement impossible de prévoir de quoi une armée chinoise frustrée pourrait être capable, surtout en l'absence d'antécédents à examiner. Taïwan ne sera pas le seul à souffrir d'une guerre dans le Pacifique. Les Philippines et le Japon sont tous deux de solides alliés des États-Unis, et des endroits d'où une riposte alliée à une invasion de Taïwan serait organisée. Cela les expose directement aux attaques de missiles chinois à longue portée ou aux groupes de saboteurs des forces spéciales. La première option est la plus menaçante, la Chine ayant près de 1500 missiles à longue portée pour frapper aérodromes et bases militaires dans ces pays. Les États-Unis et leurs alliés comptent là-dessus. Ces frappes causeront d'importants dégâts collatéraux, et à mesure que la guerre avancera, la Chine pourrait tenter un coup risqué pour remporter la victoire. La Chine s'inquiète surtout des États-Unis dans le Pacifique. Les armées japonaises et sud-coréennes, bien que puissantes, restent inférieures à la Chine si elles agissent seules. La Corée du Sud et le Japon ne peuvent réellement menacer la Chine qu'au large de leurs côtes. En collaborant avec les États-Unis, ces deux pays deviennent soudain une menace majeure, surtout à cause des moyens américains présents sur leur sol. Si la guerre tourne mal, la Chine pourrait parier que si elle commence à attaquer des civils philippins, japonais et sud-coréens, ces pays retireront leur soutien aux États-Unis, privant ainsi l'Amérique de son atout majeur dans la région, des ports et des aérodromes amis pour opérer.
Cela pourrait pousser la Chine à viser volontairement les civils, provoquant un maximum de dégâts collatéraux, autant que possible, tout en rendant clair que la Chine poursuivra cette campagne de terreur tant que les forces américaines seront présentes. La Chine pourrait, à l'exemple de la Russie, utiliser des crimes de guerre pour gagner la guerre. Combien de morts civiles faudrait-il pour que les Philippines se déclarent neutres et interdisent aux États-Unis d'opérer depuis leur sol ? La Corée du Sud en particulier pourrait énormément souffrir en cas de guerre, car la Chine possède un atout majeur dans toute confrontation avec les États-Unis, la Corée du Nord. Environ 50 000 soldats américains sont stationnés en Corée du Sud pour dissuader le Nord. Bien que la République de Corée soit une puissance militaire compétente, les États-Unis ont un traité pour la défendre, et des doutes subsistent sur la capacité de l'armée sud-coréenne à affronter seule le Nord. La priorité donnée aux forces aériennes et navales a entraîné d'importantes réductions de budget et d'effectifs pour l'armée de terre. Et même un grand nombre d'avions ou de navires ne pourra tenir la ligne face à une force nord-coréenne d'1 million de soldats, surtout lorsque la Corée du Sud ne compte que 500 000 membres en service actif, soit la moitié du Nord. La Chine pourrait exploiter un conflit dans la péninsule coréenne pour épuiser les ressources américaines et japonaises, et ce serait dans son plus grand intérêt de le faire. Pour le Sud, ce serait dévastateur. Des milliers de pièces d'artillerie nord-coréennes sont toutes à portée de Séoul et de ses banlieues, faisant de l'une des villes les plus peuplées du monde une cible géante. La destruction serait immense, certains estimant le barrage initial à des centaines d'obus par minute, puis en baisse à cause des tirs de contre-batterie intenses de la Corée du Sud. Le Nord pourrait employer divers stratagèmes pour viser intentionnellement la population et les infrastructures sud-coréennes. Le régime de Kim a clairement indiqué que les civils seraient des cibles légitimes en cas de guerre, et une guerre sur la péninsule serait sans aucun doute précédée de nombreux actes de terrorisme chimique, biologique et peut-être même nucléaire dans le sud. Si vous avez suivi notre chaîne, vous avez vu comment nous avons dramatisé ces attaques dans nos scénarios fictifs de guerre de Corée. Et ces dramatisations sont basées sur de réelles menaces que l'armée américaine anticipe de la part du Nord. Des actes de terrorisme nucléaire seraient un moyen plus sûr pour le Nord d'utiliser son petit arsenal nucléaire. Les défenses antimissiles des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon étant prêtes à intercepter un tir nord-coréen, il serait plus efficace d'introduire secrètement des armes nucléaires dans le Sud pour les faire exploser sur leurs cibles. Ces cibles seraient probablement les 5 ports les plus importants du Sud, Busan, Incheon, Donghae, Masan et Gunsan. Les fermer et les irradier paralyseraient les tentatives américaines d'envoyer rapidement des renforts, les obligeant à créer des installations portuaires de fortune ailleurs. Cela stopperait aussi le commerce sud-coréen, causant des dégâts majeurs à son économie et sa population dépendante des importations alimentaires étrangères. La Corée du Sud dépend des importations pour la nourriture et le pétrole, ses principales faiblesses. La Corée du Sud est l'un des pays les plus vulnérables en matière de sécurité alimentaire au monde, avec l'un des taux d'autosuffisance alimentaire les plus bas parmi les nations développées. En 2020, le taux d'autosuffisance en céréales de la Corée du Sud n'était que de 19,3%. Les faibles taux d'autosuffisance des principales denrées ont poussé le gouvernement à lancer en 2021 un plan spécial contre la crise alimentaire. La fermeture des ports principaux en Corée du Sud priverait la population de nourriture et de pétrole essentiels à l'économie, provoquant misère et famine. Des ports irradiés pourraient retarder l'aide alimentaire internationale de plusieurs semaines, causant la mort de dizaines de milliers de personnes par la fin d'ici là. Le Nord pourrait simplement faire entrer clandestinement plusieurs engins nucléaires à bord de bateaux de pêche, et simplement les faire entrer dans le port. Ensuite, il resterait les attaques biologiques et chimiques que le Nord pourrait lancer contre les civils du Sud. Cela comprendrait des bombardements pendant les combats, et des frappes préventives avant la déclaration officielle des hostilités. Les forces spéciales et espions nord-coréens pourraient facilement introduire clandestinement divers agents dans le Sud et les disséminer dans les centres de transit les plus fréquentés de Corée du Sud. L'usage massif du train rend la population très vulnérable à une attaque biologique, et des attaques ciblées dans certaines gares pourraient introduire un agent biologique dans toutes les grandes villes de la République de Corée. À partir de là, les réfugiés fuyant les combats transporteraient la maladie plus au sud, provoquant une seconde crise. Découvrez notre série de fiction à succès. J'ai survécu à 100 jours de guerre nucléaire. Ou cliquez sur une autre vidéo.